L'information de 23h sur RT1. Madame, monsieur, bonsoir. Le sommaire de cette édition. Les préoccupations de la Côte d'Ivoire et celles des pays en transition en Afrique de l'Ouest au centre de l'audience du jour au palais présidentiel. Le président Alassane Ouattara recevait le nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Le compte-rendu à suivre. Le sommet du 30e anniversaire d'Afreximbank au Ghana, la Banque africaine d'import-export fait le bilan de 30 ans d'engagement auprès des économies africaines. Une rencontre sous le thème « Concrétiser la vision, créer la prospérité pour les Africains ». Et c'était le jour des résultats des examens du CEPE ce mardi. La Côte d'Ivoire enregistre pour cette session 2023 71,28% de réussite, une hausse de 6,52% sur les résultats de l'an dernier. Sont donc admis sur tout le territoire 454 886 candidats. Bienvenue à tous. Une audience au palais de la présidence de la République ce mardi. Le président Alassane Ouattara recevait le nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Les préoccupations de la Côte d'Ivoire au sujet de la situation de transition de ses pays voisins figuraient au centre des échanges. C'est un entretien qui s'est aussi étendu aux prochaines actualités électorales des pays de la sous-région. Le compte rendu par Viviane Aïma. Nommé récemment par le secrétaire général des Nations Unies comme représentant du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos Simayo est venu échanger avec le président de la République Alassane Ouattara et requérir ses avis sur la situation sociopolitique dans la sous-région ouest-africaine. Les différents coups d'État qui ont eu lieu au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, entraînant un arrêt du fonctionnement régulier de ces États, apparaissent comme des freins au progrès et au développement de l'ensemble de la sous-région ouest-africaine. Monsieur le représentant spécial est un frère de Mozambique, Monsieur Simao, qui a eu une très grande expérience internationale, et bien sûr dans le gouvernement mozambicain, avec le président Chissano. Et là, nous sommes heureux de le recevoir en Côte d'Ivoire pour le féliciter pour son affectation au Sénégal pour couvrir l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Et je lui ai indiqué nos sujets de préoccupation que nous connaissons tous très bien. En Afrique de l'Ouest, les pays en transition pour lesquels nous souhaitons des élections dans les délais qui ont été proposés par les autorités en place pour que la Côte d'Ivoire, qui a soutenu ces pays pour la sortie de crise, puisse avoir des voisins qui sont donc avec des régimes démocratiques et des dirigeants élus. Ceci est important pour l'Afrique de l'Ouest. Nous avons de nombreuses élections cette année et l'année prochaine. Et nous souhaitons que ces différents pays puissent également intégrer ce calendrier. Monsieur le représentant spécial, la Côte d'Ivoire a comme voisins, comme vous le savez, le Burkina, le Mali et la Guinée, qui sont tous les trois des pays en transition, des pays où il y a eu des coups d'État. Bien sûr, nous sommes préoccupés par cette situation. J'ai indiqué au président de transition que nous souhaitons des élections dans les délais qui ont été arrêtés par la CEDEAO. Nous avons un sommet le 9 juillet à Bissau et bien évidemment, nous ferons le point de cette situation. Nous aurons l'occasion de vous revoir et d'avoir votre évaluation de la situation. Je remercie Son Excellence le Président pour me recevoir et aussi pour soutenir ma candidature pour cette poste-là. Et je suis là pour aider et soutenir les efforts que la région fait, travailler pour que la région soit une région de paix, de stabilité et pour le développement. J'ai salué aussi les bons résultats qui sont en train d'être obtenus. Il y a le cas du Nigeria qui a fait des élections paisibles et aussi à Guinée-Bissau. Donc il s'agit de
victoire de la région. Je suis sûr que l'espérance que la région a, avec le soutien de la communauté internationale, d'autres succès seront enregistrés. Leonardo Santos Simayo succède ainsi au Tchadien Mahama Saleh Anadif, nommé depuis 2022 ministre des Affaires étrangères dans son pays. Et nous abordons à présent l'actualité économique de toute la région Afrique. Et pour cela, partons au Ghana, où se tiennent les 30e assemblées annuelles d'Afreximbank. Les réflexions des banquiers, gouvernants et experts portent sur le thème concrétiser la vision, construire la prospérité pour les Africains. Des échanges auxquels participe la Côte d'Ivoire avec la présence du président du CESEC, représentant le chef de l'État ivoirien, Eugène Akah-Awele, qui a d'ailleurs été reçu par le président Nana Akufo-Addo. Le compte-rendu des premières heures de cette réunion panafricaine par notre envoyé spécial à Accra, Didier Nguessa. Depuis sa création, Afreximbank a décaissé plus de 90 milliards de dollars, soit 54 000 milliards de francs CFA, au profit des économies africaines. Nous pouvons réduire les dettes africaines parce que nous pourrons financer nous-mêmes nos investissements par nos propres moyens. Les monnaies africaines deviendront convertibles en Afrique, ce qui permettra de réduire les coûts des transactions à l'international. Il est un projet qui permettra de transporter des biens du Cap en Afrique du Sud au Caire, en Égypte, sans tracasserie. Il existe pour cela un projet de décaissement de 20 milliards de dollars en 5 ans depuis 2021. Il sera doublé d'ici 2026. En 2022, la Banque panafricaine comptabilise 31 milliards de dollars, soit plus de 18 000 milliards de francs CFA de garanties et d'actifs. À la même date, les fonds d'actionnaires sont estimés à 5,2 milliards de dollars, l'équivalent de plus de 3 000 milliards de francs CFA. Le Ghana a été le premier pays à bénéficier de la transaction financière d'Afreximbank. 30 ans après, la même banque a permis au pays de résoudre son problème de trésorerie, selon le président Nana Akufo-Addo. Afreximbank est engagé pour le développement du continent. Ses objectifs concordent avec ceux de la ZLECAf. Il est important de se doter d'institutions fortes en Afrique. Les institutions financières internationales ont transformé une crise de trésorerie en crise financière. Elles fragilisent ainsi notre économie. Afreximbank nous a permis d'éviter le défaut de paiement. Plusieurs pays, dont le Ghana et le Malawi, ont signé un partenariat d'accord de financement avec la Banque trentenaire. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, représentait le président de la République, Alassane Ouattara, à ses assemblées annuelles. Je suis porteur d'un message de la part de son Excellence, c'est le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, pour son très cher bien-aimé président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo. Il s'agit bien sûr de Afreximbank, qui est une banque panafricaine qui donc se veut à l'avant-garde dans la promotion du commerce et des relations entre les pays africains. Au moment où on parle de ZECLAF, d'échanges entre les différents pays africains, je crois que c'est un moment extrêmement important. C'est quelque chose de très important pour nous. La première transaction que cette banque a fait il y a 30 ans, c'était une transaction avec Ghana Cocoa Board. Alors depuis là jusqu'à aujourd'hui, on a un contact très étroit avec la banque. La banque fait beaucoup de travail pour nous tous, pas seulement pour Ghana. Les responsables d'Afreximbank se sont engagés à davantage promouvoir l'intégration régionale par le biais du commerce intra-africain. La semaine dernière, en France, la ville de Paris recevait la 7e édition des Viva Technologies, le grand salon européen dédié à l'innovation technologique et aux start-up, a servi de plateforme de promotion à une dizaine de jeunes ivoiriens, start-upers, innovateurs à la recherche de financement. Leur démarche a été soutenue par le ministre de la Communication, de l'économie numérique et celui en charge de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Le point de Walter Amadou Ouattara. La Côte d'Ivoire veut se donner les moyens de stimuler sa croissance économique par l'innovation technologique. Cette ambition passe aussi par le développement des startups évoluant dans le pays. Elle est perceptible à travers la mobilisation de 2 ministres du gouvernement aux côtés des talents ivoiriens qui participent officiellement pour la première fois
au Grand Salon de la technologie de l'Europe, Vivatech 2023. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique a rejoint la délégation. Il se félicite de la mobilisation autour du stand orange, blanc et vert. Je me réjouis que beaucoup d'entre eux aient pu faire beaucoup de contacts. Certains ont pu nouer aussi des partenariats pour l'accompagnement de leurs start-up. Relativement à la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, décrétant 2023 année de la jeunesse, le ministre Mamadou Touré ne manque pas d'encourager les jeunes, innovateurs et incubateurs qui, pour lui, sont des acteurs majeurs du secteur de l'économie numérique. Avec CI20, qui est la fêtière des start-up, nous avons pu lancer un programme en janvier 2023, le Start-up Boost Capital, avec un fonds de 1 milliard de francs CFA mis à la disposition des start-up ivoiriennes pour les aider dans le développement de leur business. Le ministère donc, de la Jeunesse est auprès des start-up à travers ce financement, mais aussi à travers d'autres initiatives en corrélation avec mon collègue dans l'économie numérique. Face à la presse internationale, à cette 7e édition du Salon international Vivatech à Paris, le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, et son collègue du gouvernement, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, ont mis à profit toutes les occasions pour mettre en lumière l'écosystème numérique ivoirien. Évoqué au cours des entretiens, la mobilisation des fonds pour le financement aussi bien par l'État que le secteur privé de projets portés par des start-up innovantes. Et en Côte d'Ivoire, cette période est celle des évaluations des jeunes sous tutelle du secteur de l'enseignement technique. Et d'ailleurs, ce secteur ouvrait ce jour la phase écrite des examens à grand tirage. Plus de 28 000 candidats étaient attendus dans les salles de composition ce matin. Retour sur le lancement des épreuves à l'école militaire préparatoire technique de Bingerville avec Issa Chonaïo. EMPT, École militaire préparatoire technique de Bingerville. C'est cet établissement d'excellence militaire que le ministre Kofi Nguessan choisit pour lancer des examens à grand tirage de son département. Les épreuves démarrent par le français. Les épreuves ne sont pas si difficiles que ça. C'est la même chose comme en classe, comme les devoirs que nous avons faits. D'ici la proclamation des résultats, je sais que ça sera bon. Voilà, nous tous ici, on sera contents. Tout se passe bien. Ce matin, ils sont en train de composer en français. Donc, il y a quelques absents, mais bon, les choses se déroulent dans de bonnes conditions. Nous sommes au terme du processus qui a commencé depuis un peu plus d'un mois. Nous avons été centre pour les épreuves physiques et sportives. Nous avons fini avec les épreuves de soutenance, les épreuves pratiques. Et nous sommes donc en train de clore le processus avec les épreuves écrites. J'espère que la moisson sera fructueuse et qu'on aura beaucoup d'admis sur toute l'étendue du territoire national. Pour sa part, le ministre Kofi Nguessan se réjouit de l'engouement suscité autour de l'enseignement technique et professionnel. L'idée, c'est vraiment d'encourager les jeunes à donner le maximum d'eux-mêmes, à faire en sorte que le niveau de notre formation s'élève davantage et que ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est l'employabilité. Si le niveau est bon, il y aura l'employabilité. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de venir encourager les candidats, faire en sorte que durant ces 3 jours, les épreuves se passent dans de bonnes conditions et que les vacances commencent et que durant ces vacances aussi, on prépare la rentrée prochaine. Pour être développé aujourd'hui, il faut pouvoir innover, il faut pouvoir imaginer. Et les jeunes aujourd'hui qui sont dans la formation technique et la formation professionnelle ont cet avenir pour notre pays, pour notre continent. 28 511 candidats composent pour l'obtention du CAP, du BEP et du BP. Et nous en venons à la proclamation des résultats du CEPE. Ce mardi a révélé un taux de réussite de 71,28%, une hausse de 6,52% sur les résultats de l'an dernier. Sont donc admis sur tout le territoire ivoirien 454 886 candidats. Le point avec Sephora Zegui. 71,28% de taux national de réussite. Ce sont les résultats de l'examen 2023 du certificat d'études primaires élémentaires CEPE. Au terme des délibérations, 454 886 ont été déclarés admis. Le taux national d'admission au CEP pour la session 2023 est donc
de 71,28%. Les résultats du CEP 2023 démontrent surtout que le système éducatif a repris de manière plus rigoureuse sa quête vers l'excellence. Un taux en hausse de 6,52 points qui place ainsi les filles en pole position. Analysés sous l'angle du genre, ces résultats révèlent que 225 212 filles sont admises sur 314 679 présentes, soit un taux de réussite de 71,57%. Et 229 674 garçons admis sur 323 492 présents, avec un taux de réussite de 71%. Le taux d'admission chez les filles est donc légèrement meilleur à celui des garçons. Selon la directrice de la DECO, le progrès réalisé cette année est dû au contexte de promotion hardie de l'excellence et de lutte contre la fraude. Ce taux de réussite constitue donc un indicateur rassurant. Et avec 454 886 candidats reçus au CEPE sur 654 531 candidats enregistrés. Ce sont des résultats qui ont certainement fait la joie des parents, enseignants et aussi de candidats. Patricia Kwaku et Sephora Zegui rapportent l'ambiance dans les centres de proclamation de ces résultats. On regarde. École primaire publique, Cocody Danga. Sous cet arbre, les candidats au certificat d'études primaires et élémentaires, CEPE. Ils attendent avec impatience leurs résultats. 14 h, le directeur de l'école tient entre les mains l'enveloppe qui contient ses résultats. Quelques conseils d'usage avant la proclamation. Entre angoisse et espoir, les candidats ne tiennent plus. Enfin, la délivrance. C'est dans les larmes que Divine, future collégienne, décroche le précieux sésame. Je me sens bien. Je suis fière d'être ce que je suis aujourd'hui grâce à mes parents car ils m'ont beaucoup aidé. Et aujourd'hui, je suis fière d'avoir mon CEP. Et réussir à l'examen du CEPE, c'est également l'affaire des parents. Ils n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Je suis vraiment heureuse pour le résultat de ma fille et pour le résultat de l'école surtout. Je dis vraiment merci au personnel d'enseignement. Non loin de là, l'EPP Château d'Eau 2. Ici, c'est également l'extase. Yanis et Grace, après 9 mois de cours, sont admis. Une occasion pour eux de rendre hommage à Dieu et à leurs parents. Je suis joie d'avoir mon entrée en 6e. Merci Seigneur d'avoir fait pour que je puisse avoir mon entrée en 6e. Je suis joie d'avoir eu mon examen. Je veux dire merci beaucoup à mes parents qui m'ont mis à l'école. 85 points sont requis pour être admis au certificat d'études primaires et élémentaires. Dans quelques semaines, les parents pourront faire le choix de l'établissement secondaire de leurs enfants. Et nous envoyons également tous nos encouragements à tous ceux qui n'ont pas pu être reçus à cet examen du CEP. C'était un reportage commenté par Jean-Marc Djadji. Les troisièmes journées de la fonction publique après 24 heures ont fait l'écho de la conférence inaugurale sur le management de la transformation du service au niveau du ministère du budget et du portefeuille de l'État, les différentes réformes et les outils mis en œuvre pour atteindre les objectifs fixés par ce ministère ont été présentés par le ministre Moussa Sanogo, selon ce témoignage de Grace Kando. Management de la transformation du service public, cas du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État. Un thème décortiqué par le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État au cours de la conférence inaugurale de la 3e édition des Journées de la fonction publique. Moussa Sanogo présente les réformes engagées par son département ministériel et qui enregistrent des performances. Nous sommes vraiment concentrés sur les problématiques de digitalisation pour assurer donc la célérité dans l'exécution des travaux, mais également aussi sur l'utilisation de différents outils modernes donc pour faciliter notamment le suivi des activités aux frontières pour les questions douanières ou encore d'avoir des mécanismes de reporting rapprochés pour avoir une supervision efficace des entreprises publiques ou encore de se doter donc d'un mécanisme de gestion budgétaire qui instaure la redevabilité et qui soit axé sur les résultats comme le budget programme. Des réformes à propos
qui séduisent plus d'un. J'aimerais vraiment que ce programme-là soit pérennisé pour que tous les citoyens ivoiriens s'intéressent au travail de l'administration. Nous allons faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse avoir un environnement favorable aux investissements, un environnement qui va permettre d'arriver à une économie industrialisée et surtout permettre d'accroître la richesse nationale. La promotion des pratiques vertueuses dans la gestion des affaires publiques, une vision de la ministre de la fonction publique. Nous sommes fiers aujourd'hui de pouvoir donc non seulement valoriser le service public, mais valoriser également les animateurs de ce service public pour donner corps à cette vision, pour donner une image à cette vision du président de la République qui veut une administration publique performante. Les journées de la fonction publique, qui durent 4 jours, seront meublées par plusieurs panels liés à la gestion de l'administration publique et des cérémonies de distinction. Nous changeons de sujet avec les prochaines élections locales qui se préparent. La CEI est en plein dans sa phase préparatoire donc de ces élections locales après l'opération du contentieux sur la liste électorale provisoire via le moment d'informer partis politiques et candidats déclarés sur les dispositions légales relatives à ces élections locales qui se tiendront effectivement dans 3 mois. Marie-Chantal Akandan nous en dit davantage. Le quota des 30% minimum des femmes dans la liste des candidats aux élections locales est une condition non négociable. Le président de la commission électorale indépendante l'a souligné aux partis politiques et aux potentiels candidats. L'objectif est de mieux faire comprendre aux acteurs impliqués dans le processus des élections les règles et les réglementations qui régissent les élections locales. Le quota des 30% des femmes sur les listes. Ce n'est pas la commission qui le dit, c'est la loi qui le dit. Il faut procéder à une alternance. C'est-à-dire, si c'est une liste de 25 personnes, l'ordre doit être respecté. 1, 2, 3, jusqu'à 25. L'alternance va consister à alterner, à faire suivre l'un après l'autre ou l'une après l'autre candidature de sexe contraire. Si 1 est une femme, 2 doit être un homme. Cette rencontre contribue à renforcer la confiance avec les parties prenantes dans le processus électoral. Pour les participants, cette plateforme vient clarifier leurs nombreuses préoccupations. Cette rencontre avec la CEI, pour moi, j'appelle ça la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ça nous a permis de mieux comprendre et de nous mettre à l'aise face à la machine électorale. Je saurai comment faire la transmission à mon équipe et aussi dans les villages. Il faudrait que nos sœurs, qu'on va choisir pour être sur cette liste-là, il ne faut pas qu'elles soient réservées. Il faut qu'elles osent, elles doivent avoir de l'audace pour qu'on puisse changer le paysage politique en Côte d'Ivoire. Lorsqu'on est bien informé, on sait qu'on évite les situations regrettables lors du processus électoral. Et comme nous voulons tous un processus qui se fasse dans la paix et dans l'ordre, il était bon que les uns et les autres soient bien informés. Pour le président de la CEI, les dispositions légales sont essentielles pour assurer un déroulement harmonieux des élections et garantir ainsi l'intégrité du processus démocratique. Le travail que nous faisons peut contenir des erreurs, mais c'est ensemble que nous pouvons corriger ces erreurs-là. Elles n'ont pas, ces erreurs, la vocation à éliminer quelqu'un. Je vous demande donc d'être porteur de ce message de paix à l'endroit de tous les acteurs politiques. La commission, c'est leur allié. Nous ne sommes pas dans l'opposition. Nous sommes avec tous d'entre vous. La commission électorale indépendante a encouragé les partis politiques et les potentiels candidats à s'organiser efficacement en les invitant à consulter le site web de l'institution pour obtenir des informations supplémentaires si nécessaire. Et c'est en conformité certainement aux dispositions légales de la CEI que la phase préparatoire des élections locales est pour les candidats une période d'approche des populations. Dans la commune de Koumassi, le candidat du RHDP est Ibrahim Cissé Bakongo. Sa candidature a été officiellement annoncée par le directoire du parti sur la grande place, Inch'Allah, de cette commune. Sidonie Davila. Ces actions témoignent du développement qu'il veut impulser dans sa commune. Ibrahim Cissé Bakongo, le maire sortant de Koumassi, est le candidat déclaré du RHDP pour les municipales de 2023. Je veux en premier lieu exprimer ma profonde reconnaissance au président Alassane Ouattara
il a décidé de porter à nouveau sa confiance sur moi pour ces élections du 2 septembre 2023 qui s'annoncent, en me désignant comme candidat, que je ferai en sorte d'être à la hauteur de cette confiance. Pour sa famille politique venue en nombre important lors de sa présentation officielle, Ibrahim Cissé Bakongo, cet homme dont les actions sont palpables à Koumassi, fait l'unanimité du parti. L'homme que je viens de vous présenter est un travailleur, c'est un guerrier. Bakongo va obtenir beaucoup de projets encore pour Koumassi auprès du président Alassane Ouattara. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui pour présenter quelqu'un qu'on ne devrait pas présenter. Il s'agit de Cissé Bakongo. Ces élections qui arrivent sont très importantes pour nous, le RHDP, parce que nous avons le devoir de montrer notre force en attendant les élections 2025. Pour le grand bonheur de ces populations fortement mobilisées ce jour, Ibrahim Cissé Bakongo entend s'inscrire dans la continuité pour un Koumassi plus beau et plus vivable. Et dans une autre localité, le RHDP présente également un autre candidat pour les municipales. Il s'agit de Grand Laou et c'est Ali Sissoko qui est le candidat du RHDP. Lui appelle à l'union des populations autour des valeurs prônées par son parti, le RHDP, pour relever le défi du développement de cette localité. On en parle avec Lancine Bakayoko. Elles sont sorties en grand nombre, les populations de Grand Laou, pour écouter les messages de paix, de rassemblement et de cohésion sociale du secrétaire départemental, du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP Ali Sissoko, par ailleurs candidat désigné pour les municipales du 2 septembre prochain. À Laou, nous avons prôné d'abord le regroupement, la cohésion au sein du RHDP, nous l'avons réussi et nous voulons maintenant la cohésion dans tout le département de Grand Laou. Grand Laou, ville carrefour aux énormes potentialités économiques, notamment touristiques, agricoles et culturelles, a besoin d'un leadership affirmé pour mettre en valeur tous ses atouts. Le candidat désigné, Ali Sissoko, entend bâtir autour de Grand Laou une équipe compétente, diversifiée, solide et dynamique. Une équipe composée de jeunes, de femmes et d'hommes de devoir. À titre symbolique, les femmes se sont engagées à payer la caution du candidat à ces municipales, signe de leur attachement indéfectible au RHDP. Un point culturel à présent, la date de la Tabaski est désormais connue. La date officielle de la célébration de la fête est annoncée pour le mercredi 28 juin prochain par l'imam Sekou Silla, le porte-parole du COSIM. C'était au siège du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire en présence du guide suprême de la communauté musulmane. Le point de Parga se reconnaît. Le mercredi 28 juin prochain, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire va célébrer la Del Kébir, la fête de la Tabaski. L'annonce a été faite par l'imam Sekou Silla, porte-parole du COSIM, en présence des responsables et membres du Conseil supérieur des imams, des mosquées des affaires islamiques et ceux du Conseil des imams sunnites à Nissi-Codis. Le COSIM et le CODIS informent la communauté nationale que la station à Arafat aura lieu, Inch'Allah, le mardi 27 juin 2023. Ainsi, la fête de la Tabaski sera célébrée en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le mercredi 28 juin 2023. Les imams souhaitent bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. Les imams souhaitent par la même occasion bon retour à tous nos pèlerins. La fête de la Tabaski marque la fin du pèlerinage à la Mecque. Un moment spécial pour la communauté musulmane qui imite l'acte de foi du prophète Abraham à travers l'immolation d'une bête. Et en attendant la célébration de la fête de la Tabaski, suivons ce tour religieux des pèlerins ivoiriens en visite de lieux saints de la Mecque. C'est un tour raconté par Abou Sanogo et Cissé Ibrahim. Ce sont des pèlerins mobilisés qui ont effectué la ziyarat, en temps de visite des lieux sacrés de l'islam. Une visite touristique qui leur a permis de voir les lieux saints de leur religion à la Mecque.
un acte conseil dans l'islam. Accompagnés de leur guide, l'imam Fousséni Sanogo, ils se sont rendus au pied du mont Jabal Saour qui abritait la grotte, cachette du prophète Muhammad. C'est en ce lieu qu'il a trouvé refuge avec son fidèle compagnon Abou Bakr pour fuir les mécréants lorsque la situation à la Mecque était tendue. Cette montagne fascine et intéresse le monde entier par son histoire et l'événement particulier qui s'y est déroulé. Autre site visité, le mont Jabal Haman et le mont Arafat. Cette colline est l'endroit où le prophète Muhammad aurait donné son serment d'adieu aux musulmans qui l'avaient accompagné pour le Hajj à la fin de sa vie. Muzdalifa et Mina ont été également visités. C'est au pied du mont Jabal Ar-Nour que la visite s'est achevée. Cette montagne abrite la grotte de Hira où le prophète Muhammad a reçu les premières révélations de Dieu. Autrement dit, que le Coran lui a été révélé par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. C'est ma première fois de voir ça. Vraiment, ça nous a apporté beaucoup de choses. Parce qu'on croit Dieu avant, mais c'est plus maintenant. Avant d'être ici, on entendait parler. Mais le vivre, ça c'est une autre chose. Donc vraiment, on est content. C'est difficile d'expliquer ce qu'on ressent. Je souhaite que tout musulman vienne en ce lieu pour voir réellement ce qu'il y a dans la vie musulmane. L'encadreur Fousséni Sanogo situe l'importance de cette visite touristique des lieux sacrés de l'islam. Quand il y a ce montagne-là, que le prophète montait là-bas pour aller adorer Allah, donc on sait que ce n'est pas facile. Donc on n'a qu'à se donner. Donc on dit aux pèlerins, nous aussi, on doit être patients. La Mecque est le centre du monde musulman. Elle est la ville la plus sacrée de l'islam. C'était le reportage de Abou Sanogo sur les lieux saints, retraçant la vie du prophète de l'islam, un tour appelé Ziyarat. C'est ici qu'on s'arrête cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée sur RTI 1.